En histoire de l'art, le XXe siècle commence en 1905. En effet, cette année-là est celle de l'avant-garde picturale, celle de la révolution fauve. Donc pour ce dernier épisode de notre feuilleton de l'art moderne, je vous propose de regarder ensemble ce qu'est le fauvisme. Ce mot fauve est employé pour la première fois par le critique d'art Louis Vaucel à l'occasion du Salon d'automne de 1905. Dans son article sur l'événement, qu'il publie le 17 octobre dans Gil Blas, le journaliste décrit le salon salle par salle, et notant à propos de la 7e un gros scandale. Il dit « C'est une salle archi-claire, avec des oseurs, des outranciers, de qui il faut déchiffrer les intentions en laissant aux malins et aux sots le droit de rire. Au centre de la salle, un torse d'enfant et un petit buste en marbre d'Albert Marquet. La candeur de ces bustes surprend, au milieu de l'orgie des tons purs, c'est Donatello chez les fauves. » En effet, le critique est choqué par le retour de la couleur, qui s'avère d'autant plus violent que la couleur semble avoir difficilement supporté l'éclipse assez courte que lui ont fait subir les peintres nabis. En effet, les conceptions lumineuses des impressionnistes s'étaient effacées devant les faibles éclairages de la lampe des nabis. Des scènes d'intérieur, des tonalités volontairement assourdies et fidèles au jeu des nuances timides et discrètes et de grands aplats colorés constituaient cette nouvelle peinture. Pour les fauves, l'origine de leur art se trouve dans le néo-impressionnisme. Luxe calme et volupté d'Henri Matisse, peint en 1904, est un exemple emblématique de la touche pointilliste. Celle-ci juxtapose des couleurs pures au lieu de les mélanger, laissant à l'œil du spectateur le soin d'effectuer un travail de recomposition. Matisse fut l'élève de Paul Signac à l'été 1904. Il transmet ensuite ce savoir à Derain. Autre source majeure du fauvisme, Cézanne. Cette source d'inspiration très importante se retrouve dans la Gitane de 1905, peinte à Saint-Tropez. Matisse reprend ainsi la géométrisation du corps des personnages caractéristiques du peintre d'Aix. Derain, quant à lui, s'en inspire dans la danse pour mener sa réflexion sur la place de la figure humaine dans le paysage. Autre source, dont tous se revendiquent, Paul Gauguin. Il s'agit quasiment d'un père artistique pour tous les fauves. En effet, ce dernier les influence d'abord par le traitement de la couleur en aplat, c'est-à-dire en larges plages colorées, et enfin, il leur montre à quel point la couleur est subjective. Regardez ce cheval, par exemple. Il est vert parce qu'il se trouve sous la frondaison des arbres, alors que raisonnablement, on ne peut que le penser blanc. Gauguin ne paie pas ce qu'il doit être, mais ce que l'on voit. Matisse s'inspira largement de cette démarche pour le portrait de Madame Matisse à la raie verte. En effet, cette raie verte qui barre le nez, le visage de sa femme, n'est en fait que le résultat de l'ombre qu'il veut traduire par ses coloris verts. Revenons à ce fameux salon d'automne. Matisse y expose La femme au chapeau. Ce tableau devient un manifeste du fauvisme. Réalisé en 1905, cette œuvre représente l'épouse de l'artiste, Amélie Parère, habillée de façon bourgeoise. La touche très libre, la lumière frontale et surtout l'emploi des couleurs vives dépassent toute forme de mimétisme, d'imitation de la réalité. Gertrude et Léo Stein ne s'y trompent pas. Américains passionnés d'art français, ils achètent l'œuvre peu de temps après sa présentation au salon. Ils participent ainsi à la promotion du fauvisme en France, mais surtout aux États-Unis. Matisse, lors de ce salon, présente surtout des paysages, comme cette fenêtre ouverte à Collioure. Il montre le port depuis son atelier. Le sud de la France sera une de ses inspirations les plus importantes en ce début du XXe siècle. C'est d'ailleurs dans le sud qu'il invite André Derain. Ce dernier, contre l'avis de ses parents, décide de se consacrer à la peinture. Il suit alors les conseils d'Henri Matisse et se gorge de la lumière et de la couleur du sud de la France. Le paysage qu'il peint ici est un port de la Méditerranée. Derain abandonne toute référence à la réalité. La couleur d'abord n'a jamais été aussi libre. Elle est indépendante de ce que le peintre observe. La mer n'est pas bleue, comme dans les conventions traditionnelles, elle est aussi verte, orange, car elle reflète tout son environnement, le ciel, le soleil. Derain laisse d'ailleurs la toile en réserve, c'est-à-dire qu'il ne peint pas son intégralité et renforce alors l'effet non achevé du tableau. Sa touche est large, elle est fragmentée, dans un plein héritage de l'impressionnisme et du pointillisme. Cela crée un effet rapide et spontané qui est totalement inédit. Tout ceci s'exprime donc d'abord par un coloris exubérant dont Derain va s'attacher à pousser l'intensité à son paroxysme.
Même Vlaminck, son ami, en demeurera le premier surpris. Derain veut réaliser plutôt des harmonies que des symphonies colorées. Il est donc le premier à remarquer que la technique des fauves pouvait construire, mais pas architecturer une toile. Derain est très curieux, même si pas forcément très audacieux, et il sera l'un des plus fervents défenseurs du fauvisme, jusqu'à ce qu'il bascule vers le cubisme. Autre peintre du salon d'automne, Henri Manguin. Avec la sieste que vous voyez ici, Manguin apporte au fauvisme la scène de genre, c'est-à-dire la scène de vie quotidienne. Cette femme se repose sur une chaise longue et se confond quasiment au paysage. Son corps est une liane qui rappelle les branches tortueuses des arbres, aussi bien que le paysage lacustre en fond. Contrairement à Matisse, Manguin utilise une palette réduite. Ses couleurs cristallines le démarquent des autres. Ici, seul l'étole orange réchauffe la scène et attire l'œil du spectateur. Maintenant, Raoul Dufy. Lui aussi rend hommage à l'art du passé et précisément à Claude Monet, avec ce thème de la rue pavoisée le 14 juillet au Havre. Le déploiement des drapeaux en travers de la rue est prétexte au déploiement de la couleur, ce que Monet avait déjà remarqué. Néanmoins ici, la composition avec les lignes des drapeaux qui s'entrecroisent est extrêmement novatrice. Ces drapeaux au premier plan de la toile sont comme des aplats de couleurs qui claquent dans l'œil du spectateur. Chez Vlaminck, c'est plutôt l'héritage de Van Gogh que l'on retrouve, comme le montre ici la partie de campagne réalisée en 1907. Bien qu'hostile aux institutions muséales, il avait découvert Van Gogh lors d'une exposition en 1901 chez Bernheim Jeune. Celui-ci avait définitivement orienté sa carrière vers la peinture. C'est d'ailleurs à cette même exposition que Derain le présentera à Matisse. Vlaminck disait « Je ne vais jamais au musée, j'en hais l'odeur, la monotonie, je déteste le mot classique, la science me fait mal aux dents. » Cette phrase est révélatrice de l'état d'esprit de l'artiste. Il a d'ailleurs toujours refusé de passer pour tel et décida de se former lui-même. Il aime les séduisantes imageries pour leur évocation haute en couleurs, leurs oppositions décidées, pour ce lyrisme léger. Son sentiment de la nature s'affirme aussi comme condition populaire. Sa nature est romancée. Derain le qualifiait comme étant le plus peintre d'entre nous. Bien plus que le roman, que la musique, la peinture correspondait chez lui au besoin d'une matière plus concrète, capable d'exprimer toute la sensualité d'un empirisme naturel. Enfin, une dernière influence, celle des arts premiers, océaniens et africains. Ces arts exotiques, très décriés au XIXe siècle pour leur laideur et remis à l'honneur par Gauguin, sont collectionnés par les artistes qui les découvrent lors des expositions universelles. De nombreuses œuvres présentent des personnages au visage stylisé en forme de masque, comme c'est le cas par exemple pour la gitane de Matisse. Les fauves usèrent d'un moyen étonnamment brillant, chargé la couleur d'organiser le tableau. Le sujet n'est considéré que sous l'angle de sa seule fonction plastique. Le degré d'intensité du ton, la mesure des surfaces peintes, la répartition des blancs, la distribution des cernes expressifs, le développement des arabesques, tout cela favorise la cohésion et l'équilibre de l'ensemble. L'éternel problème de la profondeur et de l'illusion de l'espace est résolu par la puissance et le choix de la place des couleurs. La lumière n'est plus source d'éclairage, mais d'intensité, et tout accident est rejeté au bénéfice de l'essentiel. La simplification est la garantie de la multiplicité des tons. Une toute nouvelle grammaire est imaginée, codifiée, selon des logiques personnelles et sans doute l'intention suprême de l'artiste reste de retrouver la sensation première du choc éprouvé, comme ici devant ce paysage. Les fauves entendaient laisser l'instinct s'organiser de façon à ne pas trahir la liberté qu'il avait prise vis-à-vis de l'objet de son émotion. Les fauves ne veulent plus compromettre leur chance d'être compris. Ce mouvement ne dure cependant que le temps de voir surgir quelques œuvres magnifiques de lyrisme et de couleur. La dispersion rapide des fauves atteste que la tentative ne fut pas menée au bout de ses conséquences. Il existe une marge qui reste considérable entre ce que les fauves voulaient être et ce qu'ils sont devenus. Matisse commença à sentir les limites du mouvement et il n'osa pas les franchir, de peur de rompre avec une réalité traditionnelle de la nature dont il ne pouvait se passer. Finalement, le fauvisme s'affirme plus comme une technique qu'une esthétique. En résumé, le fauvisme est caractérisé par la nouveauté de ses formes simplifiées, cloisonnées, par des contours très marqués, et l'audace de ses recherches chromatiques. Les peintres ont recours à de larges aplats de couleurs pures et vives, voire violentes, et ils revendiquent un art fondé sur l'instinct.
Ils séparent la couleur de sa référence à l'objet afin d'accentuer l'expression et réagissent de manière provocatrice contre les sensations visuelles et la douceur de l'impressionnisme. C'est à cet égard que leur courant peut être rattaché à l'expressionnisme apparu en Allemagne à peu près au même moment, avec en chef de file Ernst Ludwig Kirchner. En tous les cas, même une expérience brève, le fauvisme a créé une génération où les artistes opèrent une forte revanche de la couleur, de la lumière et du plein air, qui va entraîner des bouleversements majeurs dans la peinture, qui auront d'énormes conséquences sur l'art du XXIe siècle jusqu'à la peinture contemporaine.